Il y a un mois, j'avais sorti une vidéo explicative de animation physique d'Alan Baker. Plus il va se rapprocher de la branche, plus sa vitesse de rotation va augmenter par conservation d'énergie. Là, c'est la partie 2. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai un lien quelque part par là, là ou là. Ou dans la description. Mais on peut quand même regarder cette vidéo sans la première. C'est parti. Il s'était arrêté quelque part par là, là. Alors, plus il s'éloigne de la planète, plus l'attraction gravitationnelle diminue. Et c'est tout à fait normal puisque l'attraction gravitationnelle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui te sépare de l'astre. Donc, normal. Une fois arrivé sur la fusée, il est obligé de s'accrocher parce que la masse de la fusée est trop faible pour pouvoir générer un champ gravitationnel qui va le maintenir dessus. D'où les 0 mètres par seconde carré. Là, on voit un phénomène de conservation de la quantité de mouvement, car la masse de l'ensemble fusée plus petit bonhomme diminue en fonction du temps, et pour que la quantité de mouvement se conserve, et elle doit se conserver, il faut que la vitesse de l'ensemble augmente, d'où les 44 mètres par seconde, puis 45, ainsi de suite. C'est le principe de propulsion des fusées. Là, on voit un coefficient gamma qui représente le facteur de Lorentz. En relativité, ça renseigne sur la dilatation du temps dans le référentiel de la fusée. Par exemple, une durée delta t dans le référentiel de la fusée correspond pour un observateur extérieur qui se trouve en dehors. Par exemple, nous sur Terre qui regardons la fusée. Cette durée delta t va correspondre à delta t fois gamma. Or, gamma, c'est 1 sur quelque chose qui est plus petit que 1. Donc, delta t fois gamma va être beaucoup plus grand que delta t. C'est pour ça qu'on dit que une durée delta t va correspondre à une durée plus longue pour un observateur extérieur, d'où le temps se dilate si on se déplace à grande vitesse. Et on voit bien ici, plus la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière, plus le coefficient gamma tend vers l'infini. Et donc à la fin, une toute petite durée, si tu te déplaces à la vitesse de la lumière, va correspondre pour un observateur extérieur à un temps infini. Détacher le rapport entre sa vitesse et la vitesse de la lumière. Il trouve une torche qui émet une lumière blanche basique. On voit la vitesse de la lumière qui est proche de 300 millions de mètres par seconde et en même temps le comportement ondulatoire de la lumière avec des ondes qui se déplacent, des fronts d'onde et une déviation des fronts d'onde avec la présence d'un obstacle. C'est typique d'une onde. La réflexion de la lumière avec les lois de l'optique géométrique. Il fait varier la longueur d'onde de la lumière et voit la couleur qui change, c'est tout à fait normal, car les couleurs qu'on voit d'une lumière sont liées à la fréquence d'oscillation des ondes électromagnétiques, donc à la longueur d'onde. Les petites longueurs d'onde correspondent aux couleurs vert, bleu, violet, jusqu'à l'ultraviolet qui est, elle, invisible. Et en dessous des 400 nanomètres, la lumière n'est plus du tout visible à l'œil nu. Et inversement, les grandes longueurs d'onde vont correspondre aux couleurs orange, rouge, jusqu'à l'infrarouge qui est aussi invisible à l'œil nu. Et au-delà des 700 nanomètres, c'est plus du tout visible. Et la lumière visible représente qu'une toute petite partie vraiment ridicule du spectre des ondes électromagnétiques. On est presque aveugle. Il revient à la lumière blanche qui est le mélange de toutes ces longueurs d'onde. C'est pour ça que quand on décompose la lumière blanche, on revoit toutes les couleurs. Il utilise la planète pour gagner un peu en vitesse avant de continuer son chemin. Cette technique est utilisée en astronomie par exemple. Si on a une mission pour aller vers Mars, au lieu d'envoyer directement la sonde vers Mars, on la fait faire un demi-tour autour de la Lune pour gagner un peu en vitesse et ensuite être dirigé vers Mars. Mais cette énergie qu'on gagne ne vient pas de l'attraction gravitationnelle, en tout cas pas directement. Parce que toute l'énergie d'accélération qu'on gagne lorsqu'on fait un demi-tour, on va le repérer si on veut s'extirper de l'attraction gravitationnelle de cette même planète. L'énergie gagnée vient du fait que l'astre lui-même est en déplacement dans l'espace. Donc, quand on fait un demi-tour sur l'astre, on est entraîné dans le mouvement de l'astre. Et quand on ressort, on gagne un peu de vitesse dû au fait que l'astre lui-même était en mouvement aussi dans l'espace. Et ici, le U représente la vitesse de la planète, de l'astre ou comme on veut. Il ne va pas se priver de cette technique.
Ici, sa vitesse est trop faible par rapport à l'attraction gravitationnelle de l'étoile, donc il va finir par s'écraser dessus s'il ne gagne pas en vitesse. Et la trajectoire de chute libre avec une vitesse initiale non nulle qu'il va décrire, c'est ce qui est dessiné ici avec le point d'impact qui est prévisible. Il essaie de gagner en vitesse en utilisant son chapeau dans l'atmosphère de l'étoile, comme s'il était dans de l'eau et essayait de nager. Ça marche. Là, on voit plus sa vitesse augmente, plus la trajectoire de chute libre qu'il devrait décrire grandit de plus en plus jusqu'à épouser la courbure de l'étoile sur laquelle il voulait tourner. Maintenant, il va tourner autour de l'étoile sans jamais la toucher. C'est la première vitesse cosmique si on était sur Terre. C'est-à-dire c'est la vitesse qu'il faut donner à un satellite pour qu'il tourne autour de la Terre sans jamais toucher la Terre. Pour calculer cette vitesse, il faut faire en sorte que l'accélération normale qu'on a du fait qu'on suit une trajectoire circulaire soit égale à l'attraction gravitationnelle à cette même position. Et de cette manière, on est tout le temps en chute libre, mais la trajectoire qu'on décrit épouse parfaitement la surface de l'astre sur lequel on tourne. Donc on tombe en permanence sans jamais toucher le sol. C'est le cas de la Lune. Il a gagné suffisamment de vitesse pour pouvoir s'extirper pour de bon de l'attraction gravitationnelle de l'étoile. Là, on est à 1% de la vitesse de la lumière. Les choses intéressantes vont commencer. Il trouve un aimant, mais le problème, il ne va pas pouvoir revenir sur la fusée. Parce que l'attraction gravitationnelle générée par la fusée est beaucoup trop faible pour pouvoir le maintenir dessus. Il va devoir trouver une solution. Il utilise le champ magnétique généré par l'aimant pour pouvoir créer une force d'attraction pour revenir sur la fusée qui est elle en métal. Smart. Il pêche une barre métallique. Le chemin est parsemé d'aimants en forme de tore. Ça c'est intéressant. Il aimante la barre métallique et quand on regarde bien, on voit des petits aimants à l'intérieur de la barre. C'est normal puisque les matériaux ferromagnétiques comme ici comportent des domaines qui ont leur moment magnétique et en leur appliquant un champ extérieur, tous ces moments magnétiques s'alignent entre eux et créent un champ global plus important. Et même si on enlève l'inducteur, le champ magnétique va quand même rester puisque les moments magnétiques des différents domaines sont déjà alignés. C'est pour ça que quand il enlève l'aimant en U, on voit quand même le champ magnétique qui reste quand même. Il en fait un solénoïde pour combiner les champs magnétiques des différents compartiments du métal et en même temps canaliser le champ magnétique imposé par l'aimant. Si on regarde bien, le champ magnétique généré par ce solénoïde et les champs magnétiques dans les tores sont de sens opposé, donc à l'entrée, la fusée sera attirée. Alors il y a un petit souci ici parce que certes la fusée sera attirée à l'entrée des tores, mais quand elle va sortir, il y aura un pôle nord et un pôle sud qui seront en face, donc la fusée sera à nouveau attirée normalement vers l'arrière, donc sera accélérée à l'entrée mais freinée à la sortie. Ce qu'il aurait pu faire, c'est peut-être d'enlever l'aimant en U au moment où il se trouve à l'intérieur d'un cercle, de sorte que la force d'attraction qui devrait exister au moment de la sortie n'existe plus, et de le remettre juste avant de rentrer sur un nouveau tore. Mais c'est pas grave, on a compris le concept, il veut s'accélérer de plus en plus. Wow. Il est à 80% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, l'impact contre n'importe quel petit truc sera complètement létal. Alors ça c'est intéressant. On voit tout ce qui se trouve derrière lui qui vire vers le rouge et tout ce qui se trouve devant lui vers le bleu. C'est normal et c'était prévisible aussi. C'est l'effet Doppler mais avec la lumière. Alors c'est quoi l'effet Doppler?
C'est ce phénomène qui fait que quand on entend une sirène qui passe à côté, le son passe des aigus vers les graves. Quand la voiture s'approche de nous, le son qu'il émet se répète de plus en plus vite parce qu'entre deux émissions, la voiture s'est rapprochée de nous. Donc le deuxième son qu'elle émet aura une plus petite distance à parcourir, donc mettra moins de temps à nous arriver. Donc du côté récepteur, on aura une fréquence des sons plus élevée. Et inversement, quand la voiture s'éloigne, la fréquence des sons diminue car entre une émission et la deuxième, la voiture s'est éloignée de nous. Donc le deuxième son mettra plus de temps à nous arriver. Au final, côté récepteur, la fréquence des sons est plus faible, donc des sons graves. C'est la même chose qui se passe avec la lumière. Les lumières qui se trouvent devant lui sont à haute fréquence et celles qui se trouvent derrière lui sont à basse fréquence. Qu'il soit lui-même l'émetteur de cette lumière ou qu'il les croise tout simplement. Sauf que la fréquence des ondes électromagnétiques sont liées à la longueur d'onde par cette relation. Donc plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est faible. Ainsi, devant lui, les fréquences sont élevées, donc les longueurs d'onde sont faibles et ça correspond aux couleurs bleuâtres. Et derrière lui, la fréquence est faible, donc les longueurs d'onde sont grandes et ça correspond aux couleurs rougeâtres. Il y a aussi autre chose d'intéressant qui se passe. Quand il avance de plus en plus vite, on voit toutes les étoiles qui sont devant lui. On a l'impression qu'ils se contractent de plus en plus devant lui. Ça aussi c'est normal et c'était prévisible. Si tu te déplaces en voiture sous la pluie, on suppose que les gouttes d'eau tombent verticalement sur le sol. Alors pendant que la voiture avance, une goutte qui était déjà en chute finira par la toucher. Alors si on se place dans le référentiel de la voiture, c'est comme si c'est le monde extérieur qui bougeait et la voiture restait fixe. Et dans cette situation, c'est comme si cette goutte venait de l'avant et tombait obliquement vers la voiture. Cette impression est d'autant plus prononcée que la voiture va vite. Donc au final, c'est comme si toutes les gouttes venaient directement en face à lui. C'est la même chose qui se passe avec la fusée, sauf que les gouttes d'eau seront remplacées par des photons émis par des étoiles qui sont tout autour. Donc plus il va vite avec sa fusée, plus il aura l'impression que les photons qui viennent des étoiles qui étaient aux alentours viennent d'en face. C'est pour ça qu'on voit toutes les étoiles qui se contractent de plus en plus. Il a taffé pour faire ce truc. C'est carrément du niveau d'un documentaire, c'est plus de l'animation ça. Il voit un trou noir. Il le décrit assez bien d'ailleurs. On a un disque d'accrétion là, l'horizon des événements, la singularité. Et l'horizon des événements, c'est la limite en dessous de laquelle rien ne peut ressortir, même pas la lumière. Par exemple, ce qui vient de se passer là ne peut pas arriver normalement. Rien ne peut sortir d'un trou noir. Mais c'est un peu de fiction, donc on ne va pas lui en vouloir. On dirait que la mort t'appelle. Là, on voit plus il plonge dans le trou noir, plus l'univers qui se trouve derrière lui vire vers le rouge. Et aussi, ça aussi, c'est tout à fait normal. Ça ressemble un peu à l'effet Doppler, mais cette fois-ci, c'est dû au fait que l'espace lui-même est dilaté quand il rentre dans le trou noir. L'espace qui se trouve derrière lui, comme ce qui va se trouver devant lui aussi. Donc, les longueurs d'onde avec l'espace aussi sont dilatées. Et quand une longueur d'onde est dilatée, ça tend vers le rouge. Là, il allume sa torche avec une lumière blanche, mais à peine sorti, ça tend vers le rouge, parce que l'espace est dilaté, tout est étiré. Alors ça, je l'attendais. Ce qui se passe là, c'est une spaghettification. Le champ gravitationnel est tellement intense que sur une toute petite variation de distance, le champ gravitationnel qui s'applique à ce point-là et à ce point sont drastiquement différents. Du coup, la force qui s'applique au niveau de ses pieds est beaucoup plus grande que celle qui s'applique au niveau de sa tête, donc son corps est étiré. Il plonge de plus en plus vers la singularité et donc l'infiniment petit. De plus en plus vers l'infiniment petit. Il est à l'échelle d'une cellule. Il y a des mitochondries qui passent tout à l'heure. La taille d'un chromosome. Il plonge dans l'ADN. Niveau atomique, un proton.
Il rentre dans un monde plus petit qu'un proton et voit d'ailleurs la composition d'un proton qui est composé de 3 quarks. Neutrino. Ah, ce qui vient de passer, on dirait une corde. C'est des cordes. Oui, c'est des cordes. Là, il y a des cordes qui sont fermées et à côté, des cordes qui sont ouvertes. La théorie des cordes. Encore de plus en plus vers l'infiniment petit. La singularité. Quand il touche le sol, on voit une fonction d'onde qui décrit sa probabilité de présence. Car dans le monde de l'infiniment petit, on ne peut plus dire si un objet se trouve ici ou là, c'est plus des probabilités de présence qu'on fait. Et pour résoudre cette équation d'état, il faut utiliser l'équation de Schrödinger et il l'a bien écrit ici. Et à côté, on voit aussi une densité de probabilité et cette densité de probabilité aussi doit respecter le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est ce principe d'incertitude d'Heisenberg qui nous dit qu'on ne peut pas savoir avec précision la position et la vitesse en même temps. Si on gagne en précision sur la vitesse d'un objet, on perd en précision sur sa position. On peut dire qu'il se déplace à telle vitesse exactement, mais on ne saura pas exactement là où il se trouve. Bien, si on sait exactement là où il se trouve, on ne saura pas sa vitesse. Il peut être là, mais avec une vitesse très grande, très petite, on ne sait pas. Après, ça part un peu plus dans la fiction que la physique. Donc, si vous voulez continuer la vidéo, vous pouvez aller la voir sur la chaîne d'Alan Baker. Donc nous on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et commente si tu as appris quelque chose de nouveau. À 1000 likes, je fais animation VSMAT. N'hésitez pas, dans tous les cas je vais le faire. J'aime ça. Mais like et partage quand même, ça soutient la chaîne et on se dit à la prochaine.